À présent, on se retourne pour justement savoir comment ça se passe, notamment chez les éducateurs dans la petite enfance. Et pour parler d'entrepreneuriat dans l'école, je suis avec Madame Kourassi, qui est la directrice de l'école chez Nani, mais aussi qui aujourd'hui qui est à la tête, pardon, d'une association qui s'appelle Japo pour la petite enfance. Bienvenue dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. Madame Si, c'est quoi chez Nani? Bonjour Mariama, bonjour. Merci pour cette invitation. Merci de nous permettre de parler de l'impact de cette pandémie sur notre structure. Chez Nani a été créé il y a 3 ans. Nous avons une crèche, une mini-garderie et une maternelle. Et voilà, nous fonctionnons depuis 3 ans. Nous avons 17 employés et nous avons été très touchés par cette crise. Comment vous vous êtes organisé pour pouvoir continuer votre rôle d'éducateur finalement lorsque cette décision de fermeture des écoles est arrivée? Vous savez, je pense qu'on n'a pas vu la chose venir. On n'était vraiment pas préparé psychologiquement, on n'était pas préparé du tout, financièrement et tout. Et c'était waouh, c'était un choc quand ils ont fermé les écoles. Donc nous, la majeure partie des maternelles, ils ont essayé de tenir un peu, mais bon, vous savez, quand il n'y a pas un apport financier, c'est quasi impossible. Donc quand il y a eu la fermeture des écoles, il fallait coûte que coûte ne pas couper ce lien avec les enfants. Donc c'était impératif pour nous, en tant qu'éducateurs d'abord, de garder ce lien avec les enfants, de garder le niveau. Et ce qu'on avait décidé de faire et ce qu'on avait trouvé comme solution transitoire, solution du moment, c'était d'envoyer des exercices. Mais vous savez, les parents ne sont pas des éducateurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ne sont pas des éducateurs et ils sont débordés en ce moment, en télétravail pour la plupart d'entre eux. Et entre gérer une maison, gérer voilà, les enfants qui sont tout le temps là-bas, et puis faire un moment d'école, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de points, beaucoup d'inconvénients par rapport à cette méthode proposée. Les exercices, la quasi-totalité des parents voilà, ne viennent pas le prendre systématiquement, les récupérer à l'école et ne les ramènent pas. Ceux qui viennent les récupérer ne les ramènent pas pour qu'on puisse au moins nous juger en tant qu'éducateurs si les devoirs ont été bien faits ou si l'enfant perd un niveau. Donc, ce n'est pas des reproches, hein. On comprend parfaitement que c'est pas évident. C'est pas évident pour les parents et voilà. Madame Si, c'est quoi Japo pour la petite enfance? Expliquez-nous comment c'est né. Quand la situation a été déclarée comme ça, et vu que ça nous échappait, moi j'avais commencé à faire une lettre ouverte au président de la République et j'avais vraiment pas une notion de ce qui m'entourait, de gens qui étaient dans la même situation que moi. J'ai parlé à un nom propre, à mon nom propre, jeune entrepreneur et tout, qui voyait la chose dériver. J'avais plus les moyens de contrôler tout ça. Donc je me suis dit, je vais m'adresser à la personne décideur, cette personne qui est le chef de l'État. Et j'ai fait une lettre ouverte qu'on a publiée dans les réseaux sociaux. Il ne l'a pas lu comme j'ai l'habitude de le dire en groupe. Je crois qu'il ne l'a pas encore lu, mais au moins il y a eu un effet extraordinaire, un effet positif derrière. Beaucoup de maternelles m'ont contacté, beaucoup de gens qui évoluent dans le secteur de la petite enfance m'ont contacté. C'est d'où est née cette organisation, cette association qui porte le nom de Diapo pour la petite enfance. Donc Diapo est né de cette crise, est né comment dirais-je, d'une pandémie où on ne voyait que le côté sombre. Voilà. Donc c'est un groupement de gens dévoués, motivés, qui n'ont qu'en tête le bien-être des enfants. Donc on s'est rassemblés et on a développé sur le sujet en regardant les problèmes, les impacts positifs et négatifs de cette pandémie. Et voilà, donc ce qu'on a proposé en premier, c'est on s'est dit avant d'attaquer quoi que ce soit, le combat et autres, on va d'abord s'occuper des enfants.
comment s'occuper des enfants. C'est juste de les aider à toujours être en activité scolaire. On a créé une page Facebook où on va poster des vidéos qui permettront aux parents de pouvoir prendre ça comme levier pour pouvoir faire les exercices à la maison. Ces vidéos aussi seront des vidéos de trucs et astuces pour permettre aux parents aussi qui sont 24 heures sur 24 avec les enfants de trouver des moments de relax, des moments où ils pourront occuper l'enfant autrement. Et ça, nous pensons aussi que c'est un point positif. Donc, cette page Facebook, c'est pas que pour les enfants. Hormis les exercices envoyés, les vidéos des maîtresses pour expliquer certains cours qui peuvent être compliqués pour les parents, c'est aussi un moment à partager avec les parents en eux-mêmes, leur tendre la main en leur disant que nous, éducateurs, face à cette situation, on ne lâche pas la main. Donc, on est là, on est avec vous, on va vous aider. Donc, c'est un groupe ouvert qui permet aux parents qui a un stress, qui a des difficultés, de venir s'adresser à nous. Comme ça, nous, on pourra trouver des solutions transitoires sur le moment pour les soulager. Qu'est-ce que vous diriez au sujet justement des impacts sur vos ressources humaines, les ressources, les personnes qui travaillent au niveau de votre structure, ça doit quand même être assez compliqué à gérer financièrement, mais aussi tout simplement humainement. Oh, vous savez, l'impact financier est le plus important parce qu'on n'a plus de rentrée de fonds et les charges restent les mêmes. Euh, les, euh, les charges locatives, il y a le personnel, il y a l'eau, l'électricité. Voilà. C'est vrai que depuis le gouvernement a dit qu'il n'y a pas cette pression. On est conscient et ça nous soulage, mais le personnel est là et ce personnel doit être soutenu. Pour la plupart, c'est des soutiens de famille. Et vous imaginez bien qu'il y a un impact social extraordinaire. Donc forcément, nous sommes inquiets pour ces gens-là qui aussi ont beaucoup misé sur ces structures, qui se retrouvent comme ça en chômage technique obligé. Et c'est très difficile pour un entrepreneur d'arriver à ce stade. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous avez des craintes par rapport aux enfants, par rapport à leur éducation et au futur éventuel, justement puisqu'ils ont, entre guillemets, perdu un tout petit peu cette année, ou en tout cas, elle ne s'est pas déroulée au maximum de son potentiel au niveau scolaire? Ah, pour les enfants, on est très stressé. On est très stressé. Pour la maternelle, on va dire qu'on l'est moins par rapport aux écoles élémentaires. Parce que nous, quoi qu'il en soit, on a décidé dès l'ouverture des classes de faire 1 mois à 2 mois de révision pour que les enfants puissent rattraper ce qu'ils ont perdu. Avec l'aide aussi des parents, les exercices à faire à la maison, on va continuer à suivre ces enfants-là, mais aussi avec cette page Facebook qui sera active du moins, et qui va permettre aux parents d'avoir un relais, d'avoir un soutien pour pouvoir aider ces enfants à garder ce niveau. Ça, c'est notre crainte, que l'enfant ne se retrouve plus, que l'enfant désapprenne, que l'enfant soit obligé d'être en léthargie. Et nous, notre combat quotidien, c'est de nous battre contre des nouvelles technologies, tablettes, téléphones, la télé. On se bat énormément contre ça. Donc forcément, c'est très, très, très stressant. Mais on ne lâche pas, avec les parents. On se tient la main pour aider ces enfants-là. Le manque à gagner au niveau financier, est-ce qu'on peut l'estimer? L'impact financier, est-ce qu'on peut l'estimer? C'est ça le problème. L'impact financier est très, très important. Il y a quasiment pas de rentrée d'argent. Il y a des parents qui sont là extraordinaires, des soutiens, qui viennent faire un geste de temps à autre, mais nous les comprenons. Ce que nous demandons, c'est juste, même si c'est une somme symbolique qui ne représente ni la scolarité, ni le transport, ni la cantine, mais une somme que les parents décident
de même de verser à l'école pour leur permettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aider ces employés, de régler ces charges-là. Sinon, le risque est grand. Le risque, c'est de perdre une école. Le risque, c'est de perdre un repère pour les enfants. Parce que n'oubliez pas que ces enfants-là sont avec nous depuis très, très, très petits et ils ont apprivoisé cet environnement, ils se sont accommodés, c'est leur univers. Donc, prendre le risque de perdre comment dirais-je, ce cocon, et voilà, il est là, il est présent, il est réel. Donc, c'est pas que l'État seulement qui doit nous aider, c'est les parents aussi qui doivent nous prendre pour pas des directrices d'école, pas pour des déclarantes responsables. Or, l'aspect financier, nous sommes des partenaires et nous devons, dans ces moments où on ne maîtrise absolument rien du tout, nous tenir la main pour sauver ces écoles-là. On en a besoin. Nous avons besoin de vous pour ces enfants-là. Nous avons besoin de vous pour sauver nos entreprises. Qu'est-ce que l'association propose aujourd'hui? Diapo, qui est cette association dévouée qui regroupe des directrices, des déclarantes responsables, des éducateurs. Le seul but de cette association, c'est de soulager d'abord le parent, comment l'aider à gérer cette pandémie avec les enfants à la maison. C'est d'aider les enfants à toujours être actifs par rapport aux programmes scolaires qui ne désapprennent pas. Voilà. C'est aussi une association qui est née de cette pandémie et nous pensons que c'est la seule chose positive que nous avons gagnée. Nous nous sommes posé les bonnes questions. Quel était le manquement? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Et ces questions-là, si on a osé se les poser, c'est pour nous mettre à jour, pour que nous soyons des écoles éligibles, que nous soyons des écoles reconnues, que nous entrons dans nos droits, parce que n'oubliez pas que l'école est un relais. L'école est une aide à l'État pour gérer des enfants. Donc, Diapo est cette association extraordinaire qui est née. Nous faisons appel à toutes les personnes, toutes les déclarantes responsables, toutes les directrices d'école qui sont dans la même situation à venir nous rejoindre dans ce combat-là qui n'est pas personnel, qui n'est pas ciblé, c'est un combat de tout le monde. Donc voilà, c'est l'occasion que vous m'avez donnée de lancer ce cri, de lancer cet appel aussi bien aux autorités pour qu'ils regardent autour de ce qui manque. Il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on mette sur la touche des gens qui ont besoin d'aide. Donc c'est un appel aux autorités, c'est un appel à des personnes qui ne savent pas que Diapo existe, de venir se joindre à nous dans ce combat. C'est aussi un appel aux parents en leur disant ne laissez pas les écoles. Tendez-nous la main, donnons-nous la main pour traverser cette étape. Nous avons besoin de vous. Comme je le dis, on ne peut pas partir sans les parents. Nous vous remercions. C'est pas facile de faire confiance à des écoles, de faire confiance à des petites écoles. Vous l'avez fait. Donc, le combat est déjà gagné à 50%. Il suffit juste qu'on tienne le bout, qu'on tienne bon, qu'on se donne la main et qu'on sauve ces écoles-là. Merci beaucoup, Koura, et je te souhaite beaucoup, beaucoup de résilience dans cette période que vous vivez. Un dernier mot? Nous te remercions beaucoup pour le soutien dans ce combat, le fait de nous inviter pour qu'on puisse se faire entendre. Merci beaucoup et nous espérons à très, très, très bientôt.